On voudrait d'abord remercier Creative Valley de ce partenariat. C'est un partenariat qui vise les entreprises innovantes. C'est pour ça que c'est moi qui entreprends la présentation aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter les différents interlocuteurs de cette matinée qui est dédiée aux différentes options juridiques, fiscales et comptables pour créer votre activité en France. Alors, moi, je suis Antoine Lebrun, je fais de la propriété intellectuelle chez Fidal, que je vais vous présenter dans un instant. Je suis accompagné par Sandra Martinez Langariou, qui fait du droit des sociétés, et puis notre partenaire Acofi, qui est représenté par Julien Spagnoli aujourd'hui. Alors, Fidal, c'est un cabinet que vous connaissez souvent parce que on est le plus ancien cabinet de France, on est aussi le plus présent. On fête tout juste nos 100 ans cette année. On souffle beaucoup de bougies. On a également 90 bureaux, ce qui signifie que généralement, vous avez un bureau près de chez vous. Et ça signifie aussi que nous sommes à la fois très nombreux et de petite taille. Ce sont souvent des bureaux qui comptent une dizaine, une quinzaine d'avocats, ce qui permet de fonctionner à la fois comme un cabinet de quartier, un cabinet d'affaires proche de chez vous, et en même temps un réseau où on va trouver des ressources spécialisées dans tous les domaines. Et puis, le dernier point de fierté que nous avons, et c'est l'un des points qui fait que je travaille dans ce cabinet moi-même depuis 22 ans, c'est que nous avons 37% de nos clients qui sont fidèles au cabinet depuis plus de 20 ans. On a la réputation d'être des techniciens et de s'investir dans la relation avec nos clients. C'est pour nous quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Alors, pour répondre aux besoins de nos clients, on a bien sûr un réseau qui nous permet de travailler à l'international parce qu'en matière d'innovation, c'est vital. On a beaucoup de clients qui vont avoir par exemple des liens avec la Chine et donc on a bien sûr des correspondants avec les différents pays que vous avez ici, et parfois des implantations notamment sur le nord de l'Afrique. Et puis nous avons un écosystème dont fait partie Acofi, même si vous ne le voyez pas ici, puisque là c'est le slide national et que ici nous sommes Fidal Créteil. Et dans ce slide que je vous montre malgré tout, ce que je voulais souligner pour vous, c'est la présence de Fidal Innovation, parce que le cabinet d'avocats Fidal, c'est d'abord des avocats, mais pas que. Nous avons des ingénieurs qui travaillent à nos côtés pour deux sujets. Et une partie, c'est le financement d'innovation, tout ce qui est crédit impôt recherche, pour répondre aux besoins de documentation scientifique du crédit impôt recherche, avoir des interlocuteurs qui sont du même profil que ceux qui examineront côté administration votre dossier. Et puis nous avons des ingénieurs qui sont dans Fidal Innovation, qui est une structure dédiée au dépôt de brevets, contentieux d'opposition, de brevets, tout ce qui va être en relation avec les différents offices de la propriété industrielle. Voilà, j'ai tout dit. Je laisserai Julien présenter beaucoup plus longuement Acofi tout à l'heure quand il va vous parler, Julien, si ça te convient, de la partie fiscale. Et je donne la parole à Sandra pour évoquer tout ce qui concerne le corporate. Je vais essayer de passer avec le. Oui, voilà, je vais faire comme ça. Merci. Donc, merci Antoine. Bonjour à tous. Donc, Sandra Martinez, avocate en droit des sociétés chez Fidal. Aujourd'hui, avec cette présentation, je vais essayer de vous présenter un peu des éléments clés qu'il faut que vous gardiez en tête quand vous vous retrouverez face à la situation où vous devrez choisir la forme sociale de votre société comme vous souhaiterez la constituer. Alors, je vais vous parler surtout des trois structures qui sont aujourd'hui les plus utilisées en France. D'un côté, l'entreprise individuelle, la société à responsabilité limitée, SARL, et la société par action simplifiée, donc la SAS. Avant de commencer, je veux quand même que vous ayez quelque chose de clair. C'est que quand on constitue une société à proprement parler, donc que ce soit une SARL ou une SAS, ça implique la création d'une nouvelle entité qui va avoir donc une identité distincte de celle des personnes qui l'ont créée, donc des associés qui vont se retrouver dans un niveau supérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est le statut de auto-entrepreneur. On ne crée pas une entité distincte, c'est plutôt un statut qui va venir s'appliquer sur la personne de l'auto-entrepreneur, donc qui est inhérente à la personne de l'auto-entrepreneur. Et donc, il n'y a pas une entité distincte qui est créée, contrairement aux sociétés SARL ou SAS. Donc, pour commencer avec l'entreprise individuelle, l'entreprise individuelle est un statut, comme je vous le disais, qui est réservé principalement au commerce de proximité, dont le chiffre d'affaires et les charges sont à peu près modérés.
C'est un statut qui est très simple à créer. On ne demande pas de bloquer un capital social et en plus, tout ce qui est obligation comptable, c'est quelque chose de vraiment simplifié. Et également, un avantage depuis l'année dernière à peu près, c'est qu'il y a une protection par défaut du patrimoine personnel de l'auto-entrepreneur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, malgré tous ces avantages, c'est un statut qu'on ne recommande pas habituellement à nos clients parce que, bon, pour deux principales raisons, pour deux principaux inconvénients. Tout d'abord, puisque la loi finalement interdit toute association sous cette forme, sous cette structure, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un statut qui est inhérent à la personne de l'auto-entrepreneur, donc on ne peut pas l'appliquer à d'autres personnes, ce qui implique donc qu'on ne va pas pouvoir associer d'autres personnes à ce projet sous la forme d'entreprise individuelle. On ne va pas pouvoir faire entrer des investisseurs et donc ça a comme conséquence quand même de limiter la croissance de l'entreprise. Donc, premier inconvénient. Et deuxième inconvénient, c'est que finalement, du fait qu'il n'y a pas de capital social qui soit bloqué, qu'il n'y a pas une entité différente constituée, du fait que la croissance est limitée, du fait qu'on ne peut pas s'associer sous cette forme, l'entreprise individuelle, elle a peu de crédibilité à l'égard des tiers, ce qui fait donc que parfois, au moment de choisir des partenaires, les structures peuvent se tourner plus vers des sociétés constituées que vers une entreprise individuelle. Donc, pour passer à tout ce qui est donc l'entreprise individuelle d'un côté, là, on va passer à ce qui est à proprement parler la constitution de société. Donc, comme je vous le disais, en France, les deux formes sociales qui sont les plus utilisées aujourd'hui, c'est la société à responsabilité limitée d'un côté, SARL, ou la société par action simplifiée, SAS, de l'autre côté. Alors, sachez que pour toutes les deux formes, que ce soit la SARL ou la SAS, elles peuvent fonctionner à plusieurs associés, mais elles peuvent également fonctionner avec un associé unique. Dans ce cas-là, dans ce dernier cas, on va parler, dans le cadre d'une SARL, à associé unique, on va parler de EURL, et pour une SAS à associé unique, on va parler de SASU au lieu de SAS. Sachez quand même que ce ne sont pas des formes sociales différentes. La EURL, c'est une SARL. La SASU, c'est une SAS. Et donc, finalement, le cadre juridique qui est applicable, c'est exactement le même que pour la SARL ou que pour la SAS. Ceci dit, il y a deux caractéristiques qui sont partagées par la SARL et par la SAS. Tout d'abord, il n'y a pas un capital social minimum requis pour procéder à la reconstitution. Donc, on peut constituer une SAS ou une SARL avec 1 euro, mais il faut que vous soyez quand même conscient du fait que le montant du capital social va venir refléter l'implication des associés au projet. Et donc, notamment, par exemple, si vous voulez faire appel à un crédit d'honneur, notamment, ils vont vous demander souvent un montant du capital qui serait d'au moins 10 000 euros pour refléter notamment donc, cette implication des associés. Une autre caractéristique qui est partagée entre la SARL et la SAS, c'est que la responsabilité des associés à l'égard des dettes de la société, elle est limitée aux apports qu'ils ont faits dans le capital de la société. Donc, responsabilité limitée pour la SARL et pour la SAS également. Alors, on arrive à une première différence entre SARL et SAS, c'est la rigidité dans la gestion de la SARL contre la flexibilité de la SAS. Nous avons beaucoup de clients qui, quand ils viennent nous voir, ils nous disent oui, nous, on veut constituer une SAS parce que on a plus de flexibilité pour la gérer, pour l'administrer. Et certes, il y a une flexibilité donc, qui est laissée par le Code de commerce aux associés d'une SAS pour gérer l'organisation de la société, ce qui n'est pas le cas pour la SAS, puisque le Code de commerce, il a déterminé un cadre légal
strict et très précis, très formel, on va dire, qu'il va falloir suivre pour gérer une SARL et auquel on ne peut pas forcément déroger. Par exemple, la tenue d'une assemblée générale, d'une SARL, elle doit être convoquée au moins 15 jours avant la date de tenue de l'assemblée générale. Elle doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et il faut faire comme ça. Donc certes, il existe une flexibilité d'organisation de la SAS, mais il faut également dire que nous avons à peu près 80% de nos clients qui ont des SAS qui n'utilisent pas ce potentiel de flexibilité et de liberté que la législation leur donne. Pourquoi ? Parce que parfois, ils sont dans des petites structures avec peu d'associés. Donc finalement, pourquoi compliquer la gestion en mettant en place des comités de surveillance, de direction, alors qu'on peut faire simple. Donc, cette différence de rigidité versus flexibilité, ce n'est pas le point fondamental en tout cas auquel vous devez accorder de l'importance quand vous choisirez entre une SARL et une SAS. Un point qui est vraiment important, c'est le régime social auquel va être affilié le dirigeant de la société. Pourquoi ? Quand on se trouve dans le cadre d'une SARL, le gérant majoritaire va être affilié au régime social des travailleurs non salariés. Alors que le dirigeant d'une SARL qui ne serait pas minoritaire ou le président d'une SAS, il va être affilié au régime général de la sécurité sociale. Et c'est quoi la différence entre ces deux régimes, entre le régime TNS et le régime général ? Il y a un gros impact surtout concernant la rémunération. Parce que pour chaque 100 € qui sont effectivement perçus par le gérant majoritaire de la SARL, la société va devoir payer environ 140 € contre 180 € que va devoir payer la SAS pour rémunérer également son président. Donc, comme vous le voyez, il y a une différence qui n'est pas négligeable concernant le coût pour la société de rémunérer son dirigeant. C'est moins cher pour une SARL qui rémunère son dirigeant majoritaire. Et c'est pour ça qu'on a la plupart de nos clients qui viennent nous voir, finalement, choisissent, évidemment en fonction des conditions particulières, mais ils terminent par choisir la SARL puisque le coût de la rémunération est moins important que dans le cadre d'une SAS. Toutefois, il faut tenir en compte qu'il y a des contreparties au fait que la société cotise moins pour rémunérer le dirigeant. Puisque, donc, si la SARL va cotiser moins, donc va payer moins pour rémunérer son dirigeant, la protection sociale dont ce dernier va bénéficier, elle est moins importante, elle est moins bonne que celle qui est offerte par le régime général de la sécurité sociale. Donc, il sera important de prendre en considération, par exemple, si vous avez des enfants mineurs et que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas lui-même rattaché au régime général de la sécurité sociale, là, vous pouvez vous dire, je choisis une SAS pour être affilié au régime général de la sécurité sociale qui offre une meilleure protection sociale et comme ça, je rattache mes enfants à mon régime et ils sont bien couverts. Autre inconvénient donc au niveau de la SARL, c'est que bien qu'elle paye moins cher, si le dirigeant ne perçoit pas du tout de rémunération, il y a quand même des cotisations annuelles minimum que la SARL va devoir payer et qui sont quand même d'un petit montant. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement le montant, je dirais aux alentours de 2 000, 4 000 € par an, mais c'est quand même un montant qui n'est pas négligeable. Donc, également, il faudra voir au cas par cas ce qui est plus intéressant, puisque au niveau de la SAS, si le dirigeant ne se rémunère pas, il n'y a pas de cotisation sociale à payer. Donc ça, c'est une première caractéristique, une première différence entre les deux formes sociales qui est vraiment importante, qu'il faut vraiment considérer quand il va falloir faire le choix entre SARL et SAS. Une autre différence qui est importante, c'est le régime de taxation des dividendes, de la distribution des dividendes. Donc la distribution des dividendes, c'est les bénéfices de la société qu'on va distribuer aux associés à la fin de l'exercice, notamment. Et donc, le régime de base, la taxation applicable de base, c'est ce qu'on appelle la flat tax, qui est de 30%. Toutefois, il y a une particularité concernant la SARL, puisque toutes les dividendes qui seraient perçues par le dirigeant, personne physique majoritaire,
qui dépassent 10% du capital social vont être taxés non à 30%, mais à environ 60% parce qu'il y a des cotisations sociales qui viennent se rajouter. Donc, ces 10% du capital social, ça peut venir quand même rapidement en fonction du montant qu'on a mis en tant que capital social à la Constitution. Et donc, c'est un point sur lequel il faut faire vraiment attention parce que passer une taxation de 30% à 60%, c'est quand même non négligeable et un impact important. Une autre différence existante entre la SARL et la SAS qui est importante, c'est le fait que dans l'imaginaire collectif, les sociétés par action sont un gage de sérieux. Traditionnellement, ça a été comme ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez qu'un investisseur rentre dans votre capital social, soyez certain qu'il va vous demander de transformer ou d'avoir une société par action avant qu'il fasse la rentrée dans le capital. Ce qui n'empêche pas de commencer donc, par constituer une SARL et faire une transformation postérieurement en SAS, le moment venu, quand ça va être demandé par l'investisseur. Et donc, que vous choisissez la SAS ou la SARL, il y a quelques règles qu'il faut que vous preniez en considération dans tous les cas, notamment si vous êtes dans plusieurs associés, il faut éviter donc la détention à 50-50 du capital social. Pourquoi? Parce que ça peut porter très rapidement à des situations de blocage s'il y a une divergence d'opinion entre les deux associés. Alors, je ne vais pas vous dire non plus que la détention 51-49 solutionne tous les problèmes parce que ce n'est pas le cas, mais c'est déjà un peu mieux. Ce qui va être très important quand vous êtes plusieurs associés, c'est la conclusion au plus tôt que possible, dès la constitution, si possible, dès la reprise d'une société, si vous reprenez une société, de conclure un pacte d'associés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pacte d'associés, donc au début, quand on commence un projet, il y a toujours l'accord entre les associés, tout le monde pense aller vers la même direction, il y a un accord concernant la stratégie, il y a un accord concernant la gestion de l'entreprise, mais rapidement, il peut y avoir, donc, et malheureusement ça arrive, il peut y avoir des divergences qui portent à des situations de blocage qui peuvent être très importantes au niveau de la société, que ce soit parce que la stratégie envisagée par chacun des associés n'est plus la même, ou pour des raisons X ou Y, les associés ne s'entendent plus. Donc, le pacte d'associés va gagner toute son importance dans cette hypothèse-là. Pourquoi? Parce qu'on va le signer au tout début, quand tous les associés sont encore d'accord, et donc le pacte d'associés va en fait venir envisager toutes les problématiques qui peuvent intervenir, qui peuvent arriver dans la vie de l'entreprise, et donc il va offrir une solution, une voie de sortie, permettant donc de débloquer toute situation de blocage, et ce sans avoir à obtenir un nouvel accord qui ne serait peut-être plus possible plus tard entre les associés quand il y a des divergences qui commencent à apparaître. Donc, le pacte d'associés va être quelque chose de très important quand vous êtes à plusieurs pour assurer qu'il n'y a pas de situation de blocage au niveau de la société que vous ne pourriez pas surmonter. Également, donc, quand vous êtes plusieurs associés, il faut tenir en compte que la société par action simplifiée, la SAS, elle présente encore une fois davantage par rapport donc notamment à la SARL. Et je pense donc à tous les mécanismes d'intéressement qui peuvent être mis en place, donc notamment les BSPCE, bons de souscription de part des créateurs d'entreprise, les BSA, l'attribution gratuite d'actions, qui en fait sont des mécanismes très intéressants, surtout au début, quand on se retrouve au début de la création du business, puisqu'on n'a peut-être pas forcément les moyens de rémunérer comme on le souhaiterait certains profils qui nous intéressent vraiment de garder avec nous dans le projet. Et donc, en fait, ces mécanismes vont permettre à ce profil qui nous intéresse de garder en tant que dirigeant de rentrer dans le capital de la société, soit à titre gratuit, soit à des conditions plus avantageuses que celles qui pourraient être le cas pour des tiers. Et donc, ça nous permettra non seulement de garder ce profil qui nous intéresse, mais également de l'investir dans l'évolution de la société et de le faire bénéficier donc également de cette évolution et donc de la plus-value que la société va prendre.
Et donc, écoutez, pour finaliser, je vous ai mis un peu un rappel des étapes qu'il faut suivre pour immatriculer une société. Donc, d'abord, il faut choisir la forme sociale, rédiger les statuts et le pacte d'associés idéalement. On peut évidemment vous accompagner avec ces étapes. Ensuite, donc, il va falloir aller auprès de la banque pour ouvrir le compte bancaire, faire le dépôt du capital social et obtenir de la banque le certificat de dépôt de fonds. Et ça va nous permettre donc de procéder à faire toutes les formalités auprès du greffe pour constituer la société. Et une fois la société sera constituée, ce qui sera très important, donc, c'est de tenir la comptabilité de la société, ce qui est quelque chose de plutôt strict en France, comme Julien va vous l'expliquer tout de suite. Et donc, pour cette comptabilité, Julien et Akofi vont pouvoir vous accompagner. Et donc, je te laisse la parole, Julien. Avec plaisir, merci. Merci, Sandra. Alors, au-delà de la comptabilité, ce qu'il faut que vous entendiez bien, c'est qu'il y a beaucoup de sujets aussi d'obligations par rapport à votre facturation. On va y venir tout de suite. Donc, brève présentation. Hein. Moi, je suis donc expert comptable. Et puis, avec Sandra et Antoine, on travaille souvent ensemble parce qu'ils ont leur regard juridique principalement. Et puis, j'ai un regard très fiscal aussi sur certains arbitrages. Et donc, ça nous permet toujours de compléter aussi nos regards. Donc, nous sommes, moi, je suis associé donc, du cabinet Akofi. On existe depuis un peu moins de 50 ans, vous le voyez. On est le premier cabinet sur Val-de-Marne, une centaine de salariés et au dernier recensement réalisé il y a quelques années, 3000 clients. Voilà. Pour ma part, je vous accompagne sur la création d'entreprise depuis une dizaine d'années maintenant. J'adore découvrir vos projets. Et donc, c'est comme cela que j'interviens pour vous découvrir, tout simplement. Voilà, simplement pour vous dire que vous me retrouvez sur les réseaux usuels que sont LinkedIn, Facebook, et que l'on adore les avis Google. Donc, si vous voulez partager vos avis suite à la formation, c'est avec plaisir. Venons-en au sujet. On ne parle pas de comptabilité, on parle déjà de votre organisation administrative, puisque toute création d'entreprise s'associe nécessairement pour vous à une mise en place administrative pour votre entreprise qui respecte les obligations. Et vous voyez ici, j'évoque celle de 2024, puisque l'année prochaine, vous serez tous mangés à la même sauce, vous serez contraints d'adhérer à ce qu'on appelle une plateforme dématérialisée partenaire, une PDP. Vous entendrez ce mot fleurir de plus en plus jusqu'à 2024, puisqu'en fait, l'État, à partir de l'année prochaine, va vous contraindre à vous inscrire sur une fameuse plateforme dématérialisée partenaire. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire simplement que vous serez contraint dès l'année prochaine d'avoir au moins un mode de fonctionnement de votre entreprise dématérialisé, puisque vos fournisseurs, jusqu'en 2026, puisque ça va se faire progressivement, mais peu à peu, pendant les 2-3 prochaines années, 100% de vos fournisseurs vont vous envoyer leurs factures via cette plateforme de l'État. Et l'État, derrière, pourra pré-remplir vos déclarations de TVA, vous l'avez deviné. De la même manière, vous serez contraint de transmettre vos factures sur cette plateforme. Et donc, c'est pour ça que je l'inscris. Vous êtes d'ores et déjà soumis. En tout cas, moi, c'est ce que j'oblige pour mes clients, puisque voilà, je faut toujours anticiper les choses. Il faut absolument adhérer à un logiciel de facturation qui vous permettra demain de pallier à cette obligation de dépôt des factures sur les plateformes de l'État. Demain, c'est 2024. Donc n'hésitez pas à soit venir me demander quel type de logiciel de facturation il faut que vous ayez pour déjà être dans les normes de 2024. Normalement, il y en a déjà qui sont disposés à vous faire respecter ces obligations-là, notamment chez nous, les experts comptables, nous avons le logiciel tous le même, hein, pour le coup, il n'y a pas de spécificité, mais au moins vous respectez les règles. Donc ça, c'est un premier point. Surtout, faites très attention, ne commencez pas à vous lancer dans le développement de l'entreprise sans avoir ne serait-ce que mis en place une organisation qui correspond à ce monde de demain, qui est la facture électronique, qui est une norme européenne. L'Italie, le Portugal, la Suisse et le Luxembourg nous ont précédés. Ça fonctionne très bien chez eux, puisque en transmettant toutes les factures à l'État, qui aura forcément l'information relative à la TVA, il y a moins de pertes de TVA.
c'est pas comme ça qu'on vous présentera les choses, mais vous voyez l'objectif sous-jacent. Autre point important, c'est le FEC. Alors, ça s'appelle le fichier d'écriture comptable. Ce fameux FEC. Et c'est quoi ça? Eh bien, en fait, si vous avez un contrôle fiscal, de la même manière que pour vos factures, ce fichier, on l'envoie en même temps que votre bilan au fisc, et ça lui permet de vérifier que tout a été correctement enregistré, et puis surtout de voir si, par exemple, vous avez fait une dépense un samedi ou un dimanche. Voilà. Vous voyez, donc c'est un fichier comptable que l'on envoie. Ils ont toute l'histoire des opérations qui ont lieu dans l'entreprise et au niveau de la banque. Et donc, ça leur permet à distance de voir si vous avez effectivement respecté vos obligations et surtout s'il n'y a pas des choses bizarres dans votre choix de gestion et de pilotage d'entreprise. Les factures le dimanche, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, soyez super attentifs à ça. Et nous, notre rôle, c'est, vous n'avez pas compris, c'est pas forcément de faire une comptabilité, mais c'est surtout de voir et de vous prémunir de ces risques-là en faisant des contrôles de ce fichier d'écriture comptable que l'on produit souvent nous-mêmes, puisque souvent on fait la comptabilité de l'entreprise, mais on peut aussi venir faire une supervision de ce qui est fait dans l'entreprise, quand c'est l'entreprise qui le fait elle-même. Et voilà, donc surtout cette dualité logiciel facturation et fichier écriture comptable, faites-vous accompagner, ou à défaut en tout cas, si je veux bien dormir, faites-moi plaisir, faites en sorte de mettre cela en place correctement. Et puis, dernier point, on confond souvent l'auditeur légal et l'expert comptable. Sachez que l'auditeur légal, c'est le commissaire aux comptes. On entend souvent parler du commissaire aux comptes, il n'intervient que dans certains cas. Il aura un impact dans votre entreprise si, par exemple, vous faites une augmentation de capital. Si, par exemple, vous transformez votre entreprise, Sandra a parlé d'une transformation, SARL, SAS. Donc, dès que vous transformez une entreprise, peut-être qu'il va intervenir. Il est légal puisque c'est la loi qui impose son intervention. Donc, il va parfois aussi même superviser, contrôler les comptes de votre entreprise, que va produire votre expert comptable. Donc, vous voyez déjà la dualité ici. Dans le monde anglo-saxon, c'est souvent la même personne. En France, il y a bien une dissociation entre l'expert comptable qui produit vos comptes et le commissaire aux comptes, l'auditeur légal, qui lui va les superviser. Il intervient sur les entreprises qui font plus de 8 millions de chiffres d'affaires dans le cadre d'une SAS, par exemple. Donc, vous voyez, on n'y est pas tout de suite, en tout cas pour la plupart qui nous écoutent en live ou sur ce replay. Donc, vous voyez, c'est quand même un seuil significatif. Vous ne verrez pas des commissaires donc, systématiquement. En revanche, l'expert comptable, lui, intervient dans 90% des entreprises françaises, pour tout vous dire, sur la statistique nationale. Donc, vous voyez qu'au moins pour les deux premiers tirets que je viens d'évoquer, on a un rôle qui est assez important pour vous éviter de vous prendre les pieds dans le tapis. Ça, c'est pour vous illustrer la joie du métier de comptable et ce pourquoi vous ne vous y êtes pas dirigé, j'imagine. Vous avez ici la classification du plan comptable français. Voilà. Alors, les anglo-saxons, par exemple, pour vous donner un ordre comparatif, ils choisissent leur compte. Enfin, dans le monde anglo-saxon, vous leur demandez de vous donner le compte comptable de la banque. Bon, ça peut correspondre à un compte, mais ce n'est pas forcément le même qu'une entreprise concurrente anglaise, par exemple. Donc, en France, c'est très normé. Vous voyez, il y a des comptes, on ne les apprend pas par cœur, et c'est loin de là notre passion. Notre passion, c'est évidemment de vous conseiller sur d'autres aspects que cela. Mais bon, on est obligé de s'y tenir, et je vous conseille formellement de vous y tenir ou de vous faire accompagner là-dessus. On va appuyer un peu plus fort sur la fiscalité. Alors, Sandra a déjà évoqué l'importance déjà du choix du statut sur la partie juridique, sur la partie régime social. On comprend qu'il y a des cotisations qui vont peut-être être modulées et à payer différentes. Pourquoi? Suivant le régime de protection sociale, ça ne sera pas le même. Bon, c'est pas anodin de choisir un statut et Sandra et Antoine, s'ils ne vous l'évoquent pas, vous n'avez peut-être pas le réflexe. Bon, sur la partie fiscale, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on vous demande, quand vous créez une entreprise, de choisir un régime fiscal, un régime d'imposition. Et le régime d'imposition, c'est un mot un peu de jargon, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Je vous l'ai dit, hein, ici, c'est toutes les règles qui définissent, d'une part, le calcul de votre impôt. C'est quand même important de savoir combien vous allez payer d'impôt demain et de choisir surtout comment vous allez le payer. Et puis d'autre part, la manière dont vous allez déclarer aussi ces impôts-là. Ça a une vraie incidence. Je prends un exemple simple. Donc là, on voit qu'il y a 3 régimes d'imposition. La micro-entreprise, le régime simplifié et le régime normal. S'agissant des micro-entreprises, pour vous donner une idée, l'année dernière, il y a eu 1 million de créations d'activités.
sur ce million de créations d'activités en 2022, la moitié, c'était des micro-entreprises. Donc, vous voyez, c'est assez significatif. L'autre moitié, c'était principalement de la SAS. Et puis ensuite viennent notamment la SARL. Donc, vous voyez un peu le cheminement. Les micro-entreprises, vous ne serez pas concerné dans votre cas. C'est très ponctuellement, ce sont des chiffres d'affaires très faibles avec un système de calcul de l'impôt qui est basé sur ce chiffre d'affaires, avec voilà, un abattement qui est fait de la moitié du chiffre d'affaires, par exemple, pour un prestataire de service. Et puis, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires. On se fout totalement de vos niveaux de dépenses, par exemple. Ce n'est pas le sujet. Donc, vous voyez, ça, c'est un premier régime. Et puis, quand on est sur des activités qu'on souhaite développer sur du long terme, avec un chiffre d'affaires qui devient plus important, on parle d'un chiffre d'affaires qui excède 100 000 euros. Je veux dire, on n'est pas dans des proportions qui sont très, très importantes pour des prestataires de services. Donc, on tombe vite sous l'égide, notamment d'une SAS sous un régime simplifié ou d'un régime normal. Là, vous allez me dire, régime simplifié, régime normal, quelle est la différence? Alors, je me suis amusé ensuite, c'est l'explicitation de ce choix de régime qu'il faut faire assez rapidement, soit à la création, soit dans les 3 mois qui suivent la création d'entreprise. J'ai fait un petit exemple que vous regarderez à tête reposée si vous avez la chance de lire le slide, mais je vais vous l'expliciter là très clairement. Un régime d'imposition, c'est déjà comment je choisis le mode de calcul de l'impôt. Il y a une dualité qui va s'instaurer entre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, comme son nom l'indique, l'impôt est prélevé par rapport à ce que gagne l'entreprise. D'accord? Et on se contrefiche de savoir quel est votre statut fiscal, personnel, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes marié ou pas, vous faites une déclaration commune ou pas, divorcé, enfin ça, ce sont des sujets qui n'entrent pas du tout dans la ligne de raisonnement pour savoir quel impôt je vais payer demain. Ben non, puisqu'on parle d'un impôt sur les sociétés, et donc c'est suivant ce que génère comme bénéfice, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on parle souvent de bénéfice, c'est ce que génère comme bénéfice la société qui va déterminer combien vous allez payer d'impôts finalement, combien la société va payer d'impôts, puisque ce n'est pas vous à titre personnel. Donc, la société, si c'est une SAS, elle va être imposée à l'impôt sur les sociétés, elle va payer 15% jusqu'à 42 500 euros. Avant, c'était 38 120. Bon, vous voyez, les experts comptables, on en avait un peu marre de voir 38 100 euros sans explication, et puis depuis des années, on vous parle beaucoup d'inflation aujourd'hui, donc la profession comptable a poussé pour que ce seuil minimum des 38 000 augmente. Aujourd'hui, on paye 15% d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Voilà. Merci les experts comptables. On espère augmenter encore plus l'année prochaine, on verra. Mais en tout cas, le lobbying a un peu fonctionné. Ça s'applique pour toutes les entreprises qui ont moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont un capital entièrement libéré. Attention, ça c'est souvent un piège. Parfois, on tombe tout de suite sur un taux, vous voyez juste en dessous, à 25% directement sur l'ensemble de votre bénéfice, puisque certains déposent un capital dans les statuts peut-être de 50 000 euros, mais ne le versent pas tout de suite et attendent 2-3 ans. Si vous ne versez pas votre capital dans son intégralité, on parle bien du versement, d'ici la fin du premier exercice comptable de votre société, eh bien, vous n'avez pas le droit à ce taux de 15%, vous êtes à 25% sur l'ensemble de votre bénéfice. Donc, c'est un arbitrage à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout le temps verser et libérer entièrement le capital. C'est d'ailleurs une discussion à avoir avec Sandra, Antoine, et puis moi-même. C'est une discussion à avoir vraiment. Mais si vous êtes dans ce doute-là, n'occultez pas que ce n'est pas sans incidence. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. 15% jusqu'à 42 500 et 25% au-dessus. Voilà quelque chose que vous êtes mangé fiscalement si vous choisissez l'IS. J'ai bien dit vous le choisissez. Ce n'est pas un choix contraint. Pour l'impôt sur le revenu, donc là, c'est un petit récapitulatif que je vous ai fait sous forme de tableau qui vient récapituler que suivant les statuts, si on est à l'impôt société, eh bien, on déduit la rémunération comme une dépense classique. Votre rémunération, ça rentre sur votre déclaration de revenus à titre classique aussi. Les dividendes, eh bien, on peut en prendre sous forme de SAS, par exemple. Voilà, il n'y a aucune forme de problématique liée à cela. On déduit au même titre que le salaire les charges sociales. Et puis, il n'y a pas d'histoire d'organisme de gestion agréé. Sur certaines professions libérales, par exemple, il y a un sujet organisme de gestion agréé. Ça a disparu de toute façon, puisqu'en 2023, il n'y a plus de surmajoration d'impôts quand il y avait ce sujet-là. Bon, ça vous concernera
très peu probable que ça vous concernera vous, mais je l'évoque quand même. S'agissant de l'impôt sur le revenu, on y vient. Alors, là, on est sur un raisonnement totalement différent. Si on prend l'entreprise individuelle qu'a évoqué Sandra au tout début, c'est un statut qui est quand même peu privilégié. Pourquoi? Parce que souvent, quand même, alors, ça a un peu changé avec des réformes récentes, mais l'entreprise individuelle était à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, ça induit quoi? Ça induit que ce que génère l'entreprise, ce n'est plus imposé, comme on vient de le voir, à 15 ou 25%. Ça rentre directement dans votre grille d'impôt sur le revenu. Donc, si vous faites un calcul rapide, vous avez 50 000 € de bénéfices. Les grilles d'impôt sur le revenu, ça fonctionne comment? Si vous êtes, prenons un cas simple, vous êtes seul à déclarer votre impôt sur le revenu, vous êtes célibataire, voilà, sans enfant, eh bien, à 50 000 €, vous êtes dans des tranches tout de suite qui sont à 30%. Vous voyez, donc sur les tranches à 30%, c'est déjà moins intéressant que l'impôt à 15% sur l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur le revenu dépend totalement de votre foyer fiscal. Si vous venez voir Sandra, Antoine ou moi-même et que vous dites, bon, bah, est-ce que je dois payer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur ma société? Et du coup, indirectement, quel statut de société je choisis? Vous comprenez tout de suite pourquoi beaucoup se tournent vers l'impôt sur les sociétés. C'est parce que l'impôt sur le revenu, il est compliqué d'optimiser et de payer moins d'impôts. Soit on a un conjoint qui ne perçoit pas de revenus et votre bénéfice ne permettra pas d'avoir un niveau tel qu'on va avoir des tranches à 30%. La tranche à 30%, on tombe dessus au-dessus de 27 000 €, pour vous donner une idée. Donc, vous voyez, ça va assez vite. En dessous, on est à 11%. Donc, effectivement, en dessous de 27 000, il peut y avoir une discussion. Au-dessus, ce qui est souvent le cas, tout de suite, on est sur des niveaux d'impôts qui sont assez significatifs. Évidemment, vous venez me voir, ou vous venez nous voir tous les trois en disant, j'ai une création d'entreprise, j'ai 3 enfants et je suis marié. Tout de suite, ça signifie que vous avez ce qu'on appelle 4 parts de quotient familial. Un couple, c'est 1 plus 1, 2 parts. Et puis l'enfant, c'est une demi-part chaque enfant. Et puis le troisième, c'est une part. J'espère doper une bonne natalité en vous disant ça. Les 4 parts, ça signifie que pour un même niveau de revenu, eh bien, les tranches, elles sont multipliées par 4. Celui qui ne paye pas d'impôt jusqu'à 10 000 € quand il est tout seul, en impôt sur le revenu, à 4 parts, il ne payera pas d'impôt tant que le revenu du foyer ne dépasse pas 40 000 €. Donc, vous voyez, tout de suite, l'arbitrage n'est plus le même suivant la composition du foyer fiscal. Il est quand même rare d'avoir des gens qui viennent nous voir en disant moi je suis marié, j'ai 3 enfants. Là, c'est pas le commun de nos créations, pour tout vous dire. Mais bon, il faut le considérer puisque c'est votre impôt perso qui peut déterminer et derrière ce qui sera décidé sur le choix du régime d'imposition. L'impôt sur le revenu s'applique donc dans certains cas. Enfin, dernier point sur l'aspect fiscal et régime d'imposition. Régime normal ou régime simplifié, c'est une vraie incidence sur votre pilotage d'entreprise. Je m'explique. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent, moi, je suis au régime simplifié. Je leur dis, d'accord, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le régime simplifié, ça signifie déjà, par exemple, qu'en termes de TVA, vous ne payez pas votre TVA tous les mois. Vous payez votre TVA sous forme d'acompte. Exemple, on est au mois de février, là, au moment où on enregistre cet atelier, vous allez percevoir une TVA probablement sur une facture client, vous allez peut-être percevoir au mois de mars une facture que vous avez faite là au mois de février. Eh bien, cette TVA, vous allez la reverser au mois de juillet. Et donc, vous voyez, tout de suite, il y a un délai de latence qui s'opère entre février où vous faites mars où vous faites payer la facture, et puis juillet où vous reversez votre TVA. C'est un vrai sujet parce que certains dirigeants d'entreprise anticipent mal qu'au mois de juillet, ils ont une grosse enveloppe de TVA à reverser. En fait, l'argent qu'ils ont encaissé des clients, ils l'ont peut-être réutilisé, malheureusement il y a de la TVA dedans, mais ils l'ont peut-être réinvesti et il y a une déperdition qui se fait là et on arrive au mois de juillet, on se dit, tiens, j'ai tant de TVA à reverser puisque j'ai encaissé tant de mon client, mais en l'occurrence, ça se fonctionne mal puisque vous n'avez pas anticipé cette sortie de trésorerie. Si on sort de la TVA tous les mois, souvent c'est plus simple à gérer et ça lisse sur l'année votre sortie de trésorerie. Plutôt que d'avoir 2 grosses ou 3 grosses sorties de TVA, eh bien, on en a un peu tous les mois. Et surtout, vous, dans votre mécanisme de pilotage de trésorerie
et d'entreprise, eh bien, ça vous oblige tous les mois à savoir que, attention, l'encaissement de ma facture client, je sais que je dois la reverser pour ce qui est un prestataire de service, par exemple. Donc, attention, quand on est au régime simplifié, ça induit une moindre fréquence déclarative, comme son nom l'indique. Le simplifié porte bien son nom pour le coup. Il faut donc considérer, vous, dans votre gestion d'entreprise, est-ce que cela convient? Est-ce que vous préférez plutôt être sur un régime dit normal? Et là, le régime normal, vous êtes plus sur une continuité, un lissage mensuel de votre TVA. Voilà, moi, c'est souvent un sujet que je pose parce que tout de suite, on prend conscience de l'impact que peut avoir un choix de régime d'imposition sur votre création d'entreprise. Et derrière, eh bien, on se rend compte tout de suite de la différence entre un entrepreneur comme vous, qui avait acté ce choix, qu'on avait discuté avec vos conseils et qui disent, bah, OK, moi, je choisis ce statut juridique, ce régime d'imposition, parce que je sais que je vais pouvoir piloter mon entreprise de cette manière-là et que ça me va très bien, à la différence de certains autres qui se lancent tout seuls, sans nous voir aujourd'hui, par exemple, et qui, malheureusement, au bout de quelques mois, s'ils tiennent quelques mois, se rendent compte qu'en fait, en termes de trésorerie, c'est compliqué parce que la TVA au mois de juillet n'est pas anticipée et que commence la galère, en fait, finalement. Voilà. Vous l'avez deviné vous-même. Donc, surtout, régime simplifié normal, vous voyez, il y a une fréquence déclarative totalement différente et donc une fréquence de sortie de trésorerie différente. Voyez ça et faites un vrai choix de gestion. C'est à moi de vous dicter. Si c'est une option, c'est bien que c'est à vous de choisir, mais vous voyez que l'incidence n'est pas neutre. Donc, c'est un petit exemple qui vous illustre la différence entre un célibataire qui paye son impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés pour une EURL, par exemple. Bon, vous voyez la différence sur le revenu net. L'impact ici, c'est pas de vous dire attention, choisissez l'IS, vous avez bien compris. C'est surtout de vous dire attention, il n'y a pas, s'il y a bien un choix qui s'opère entre un impôt sur le revenu et un impôt société, c'est bien parce que ça répond à des besoins. Et donc, il faut bien déterminer avec votre conseil qui crée votre entreprise, avec Sandra, avec moi-même, regarder est-ce qu'il est mieux peut-être de poser la question de l'impôt sur le revenu, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Aujourd'hui, on fait trop de choix en termes de création par rapport à ce qu'a fait mon voisin ou par rapport à ce que j'ai lu sur Google. Vous voyez qu'ici, moi, je peux vous sortir 2 exemples du couple sans enfants ou du couple avec 3 enfants et vous faire tout de suite un choix de régime d'imposition différent. Il n'est aucunement question de mon concurrent a choisi tel statut ou mon concurrent a choisi tel impôt. Non, c'est un choix qui vous est propre, qui vous correspond à vous. Et donc, il ne faut surtout pas faire ce choix juste sur la base d'un tableau que vous avez vu ou mais plutôt sur le choix d'une discussion que vous avez posée pendant 1 heure avec votre conseil. Voilà. J'espère que le message est passé, sinon vous allez m'entendre. Et puis, on va peut-être laisser un petit moment aux questions-réponses pour Antoine, Sandra et moi-même. Voilà, n'hésitez pas. Concernant donc moi je suis installé en SARL, donc quand je me paye 100, je comprenais que effectivement je dois payer 40 en plus en termes de cotisation sociale. Est-ce que ces 40 incluent aussi tout ce qui touche au régime de retraite? Ou c'est que de la sécurité sociale pure? Parce que j'ai la CIPAV qui me court après de temps en temps, ils sont très généreux, enfin avec eux-mêmes, mais j'essaie de comprendre ce que je suis en train de payer et à qui en fait. Alors vous dites vous êtes en SARL, c'est ça? Oui. Oui. En TNS, alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de assurance chômage pour perte d'emploi. Ça, il faudra que vous le faites à côté. Et au niveau de la retraite, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord, d'accord, parce que je comprends que je paye des choses à l'URSSAF, donc je comprends que c'est la sécurité sociale, c'est ça, et je paye des choses à la CIPAV, et maintenant la CIPAV dit qu'il faut tout payer à l'URSSAF maintenant, donc je suis un peu perdu, mais enfin ils savent qu'il faut que je paye, donc ils me font payer. C'est ça. Bon, en tout cas, Rémi, retenez bien une chose, c'est que de toute façon, effectivement, vous cotisez votre trimestre de retraite à partir du moment où vous prenez 7 000 € de revenus à l'année. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Ça permet de cotiser les trimestres sous votre statut. Vous allez payer dans ces 40% la retraite. Maintenant, si vous avez bien entendu ce qu'a dit Sandra, en fait, la différence, ça se fait sur la protection sociale, mais ça inclut la retraite. C'est-à-dire que dans votre statut, sous votre statut, vous avez un niveau de droit à la retraite qui sera bien inférieur à ce que peuvent connaître ceux qui cotisent en SAS. Donc, c'est pour ça aussi que l'on voit souvent
sous votre statut d'entreprise des dirigeants qui complètent leur cotisation par la prise de contrats, souvent on entend de Madelin, de plan épargne retraite. Ça prend sens parce qu'en fait, ils savent très bien, et vous le savez vous aussi maintenant, qu'on cotise certes, mais moins qu'un autre statut, et certains veulent compléter. Donc. Oui, je pense que ma retraite sera beaucoup plus payée par mes années d'emploi salarié que par mes années d'entrepreneur, surtout quand on démarre. Oui, je voudrais revenir sur la taxation des dividendes dont Sandra a parlé au niveau des SARL. Donc, j'ai compris qu'effectivement, on était taxé à hauteur de 30% en tant que les dividendes étaient inférieurs au capital social et à 60% au-delà. Mais on parle de dividendes qui sont versés à des associés qui sont minoritaires, c'est ça? Ou moi, en tant que dirigeant, je ne vais pas me payer, je vais pas me verser de dividendes. Bah, vous êtes associé. En fait, quand on fait des distributions de dividendes, elles sont par défaut versées à tous les associés au prorata de leur participation dans le capital. D'accord. Et comme je suis plutôt en EURL, j'ai pas besoin de verser de dividendes dans ce sens-là. J'ai plutôt intérêt à me verser un salaire. Ah non, besoin, il n'y en a pas. C'est effectivement. Ça reste une option, hein, Rémi. Vous pouvez toujours quand même la faculté de le faire. Oui, non, mais c'est bien de savoir le jour, effectivement, on changera de statut pour faire venir de futurs investisseurs, c'est bon à savoir. Et pour Julien, vous parlez d'une plateforme dématérialisée pour tout ce qui touche à la récupération de la TVA et des choses comme ça. Moi, actuellement, mon expert comptable, je gère mes relations avec lui à travers un logiciel qui s'appelle Time. Oui, c'est le logiciel qui s'occupe de faire la TVA, etc. Ou c'est juste une plateforme de gestion de facturation, des notes de frais Non, c'est juste une plateforme, comme vous dites, de gestion de facturation, de notes de frais, mais dans la profession, pour connaître à peu près les acteurs en présence, je dirais qu'il fait partie des 3-4 qui sont pertinents aujourd'hui à avoir dans le cadre de la régulation 2024, d'accord, ok. Il y a un pont qui va se faire automatiquement, normalement, avec Time. Ça fait partie des acteurs qui sont en lien étroit avec l'ordre des experts comptables, et l'ordre des experts comptables, indirectement, collabore avec Bercy pour la mise en place de tout cela. Donc, vous pouvez dire que ça reste un outil fiable. C'est pas celui qu'on utilise nous, mais en tout cas, je vous le dis, ça fait partie des 3-4 qui sont bien. Ok, donc c'est tout ce qui va être mise à jour de la réglementation, ça va se faire pour moi de façon transparente à travers un logiciel comme Time et les équivalents. C'est ça. Ok, d'accord, donc j'ai pas trop à me soucier de comment gérer. Ok, j'ai déposé une marque en France au niveau de l'INPI. D'accord. Et comme à moyen terme, j'imagine développer mon activité sur d'autres pays européens, qu'est-ce que je dois faire si je souhaite protéger ma marque sur des marchés en dehors de la France? Alors, ça dépend où vous allez aller, et ensuite il y a une question de timing. Votre marché, là, vous avez dit que vous êtes en création, vous êtes en développement, c'est le début de l'aventure. Donc votre marché, il est d'abord français. Vous avez le droit d'étendre votre dépôt français, et l'extension sera rétroactive si vous le faites dans les 6 mois de votre dépôt français. Au-delà des 6 mois, vous avez toujours le droit de l'étendre à l'international, mais ce ne sera pas rétroactif. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un a déposé le même nom que vous, ou un nom qui ressemble, ce n'est pas forcément le même, ça peut être un nom qui reprend un certain nombre de lettres, un certain nombre de syllabes, qui a des points communs avec la vôtre. Si quelqu'un dépose cette marque à l'étranger, après vous, mais au-delà de ce délai de 6 mois, comme votre dépôt ne sera pas rétroactif, c'est lui qui primera. D'accord. Je dirais que ce n'est pas forcément pressé d'étendre votre dépôt de marque à l'étranger si vous êtes au tout début de l'aventure. Parce qu'une fois qu'on a déposé un dépôt de marque, on a 5 ans pour l'exploiter de façon sérieuse. Alors, sérieuse, c'est ce que dit le législateur. Ça s'apprécie au cas par cas. On n'est pas la même exploitation sérieuse quand on est une start-up et quand on est une multinationale. On n'y met pas les mêmes moyens. Mais il faut quand même une véritable exploitation. On doit être capable de le justifier au bout de 5 ans. Il faut regarder du coup votre plan de développement pour savoir comment est-ce que vous pensez, à quel moment vous pensez arriver sur les pays étrangers, de façon à ne pas vous lancer dans une extension à l'international sur des pays où, d'après vos statistiques, votre estimation de développement, vous ne pensez pas avoir d'exploitation sérieuse avant 7, 8, 9 ans. Ce n'est pas la peine d'étendre
pour étendre, ça n'aurait pas forcément de sens. C'est des dépenses qui sont assez importantes potentiellement, et qu'il faut les faire au moment où vous pensez que vous allez aller sur ces territoires. Et puis une deuxième chose à anticiper, parce que selon les pays où vous vous rendez, j'ai eu plusieurs fois le cas, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps sur un audit, si on traduit votre marque dans une langue étrangère, elle peut tout à coup ne plus être valable. Et on a eu le cas très récemment avec Sandra sur une marque de tissu, et il se trouve que dans l'un des pays de l'Union européenne, le mot qui avait été choisi par notre client, le mot veut dire tissu. D'accord, ok. C'est pas valable, c'est comme déposer le mot yaourt pour désigner des yaourts. Ah mince, faut ça, fallait me le dire avant, mince. Donc, il faut vérifier. J'ai eu le cas en Chine où des marques anodines en France étaient tout à coup considérées comme contraires à l'ordre public par des jeux de traduction un peu complexes à comprendre. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de mesurer. Ce n'est pas forcément grave d'avoir une marque en France et une autre marque à l'étranger. Le plus important, c'est de bien vous établir en France et d'avoir une marque qui est solide. Et puis, à ce moment-là, vous avez toute l'énergie qu'il faut pour passer ensuite à l'étranger. D'accord. On peut imaginer d'avoir une marque principale et puis un sous-titre en France, et puis à l'étranger, selon les cas, le sous-titre va devenir la marque principale et votre marque principale va devenir le sous-titre. Vous inverserez les positions de façon à avoir de la souplesse au moment où vous vous étendez. D'accord, super. Et pour ces comment dire, ces enregistrements de noms à l'étranger, c'est ça on enregistre, oui. Pour ces enregistrements, ça peut être l'INPI peut être la principale interface pour tous les pays, ou il faut aller pays par pays, voir le l'INPI local L'INPI, normalement, c'est franco-français. C'est l'Institut D'accord. national de la propriété industrielle. La nation du national, c'est la nôtre, c'est la France. D'accord. Après, pour aller à l'étranger, vous avez deux modes de l'Union européenne. C'est l'EIPO, l'Office européen de la propriété intellectuelle, qui va vous couvrir en une seule fois tous les pays de l'Union européenne. C'est très bien parce que ça va très vite, mais attention, si jamais votre mot est descriptif, pour reprendre l'exemple que j'avais là, pas en Autriche, au Danemark ou je ne sais où, dans un seul pays, un obstacle dans un seul pays fait tomber tout l'investissement que vous avez fait pour toute l'Union européenne. Vous perdez votre marque pour l'ensemble des pays. D'accord. Théoriquement, on peut transformer une marque européenne en une multitude de marques nationales, mais en vrai, c'est très compliqué et ça coûte relativement cher aussi, et souvent, on abandonne le processus avant la fin. Donc, marque française, c'est l'INPI. Marque européenne, c'est l'EUIPO. Et si vous voulez déposer pays par pays dans l'Union européenne ou au-delà de l'Union européenne, là, c'est l'OMPI qui reçoit les dépôts. Mais nous, Français, nous sommes quand même obligés de passer par l'interface de l'INPI pour atteindre l'OMPI. D'accord. Est-ce que ça veut dire si j'utilise ma marque déposée en France sur un autre marché, je pourrais être attaqué sur cet autre marché pour, je sais pas, quelqu'un qui déposerait le même nom, voyant que mon nom arrive sur son marché, ça peut arriver, quelque chose comme ça ou... Oui, ça peut arriver. En fait, vous n'êtes protégé qu'à compter du moment où vous avez fait un dépôt. Et votre dépôt, il peut être remis en cause non seulement pendant la procédure d'enregistrement, mais aussi après, pendant 5 ans. D'accord, ok. Il y a une chose encore très importante à avoir en tête, c'est que ni l'INPI ni le UIPO ne font de recherche d'antériorité à votre place. Ils ne vérifient pas si votre marque est valable. Donc, on a des marques qui sont enregistrées, moi, ça fait partie de mon activité, des marques qui sont enregistrées et que nous allons contester alors qu'elles sont déjà enregistrées en disant attention, ça reprend un certain nombre de lettres, de syllabes, de sons, d'idées qui sont dans la dénomination sociale, le nom de domaine, le nom commercial, l'enseigne de notre client. Et donc, cette marque est enregistrée depuis 3 ans, n'est pas valable. Alors, pour essayer d'anticiper ça, vous pouvez faire des recherches d'antériorité. Il y a de la donnée brute qui est vendue par l'INPI, ça ne coûte pas cher du tout, mais c'est brut. C'est à vous de le dépatouiller. Ou vous passez par des professionnels comme moi ou d'autres, on fait des rapports, nous, on analyse la marque, la dénomination, avec tout ce qu'elle peut évoquer, et puis l'activité qui est couverte. Ça, on le fait bien pour la France et on a un prix qu'on arrive encore à bien cadrer. Ensuite, en fonction des pays où vous allez à l'étranger, on va paramétrer la prestation de façon un petit peu différente. Parce que tant qu'on est sur l'Union européenne, on a à peu près la même grille de lecture. Si on va en Chine ou en Afrique, on n'a pas du tout, ou aux Émirats par exemple, on n'a vraiment pas du tout la même façon de le regarder. Et les risques, si vous allez à l'étranger sans avoir fait cette recherche-là, le risque, c'est d'être considéré comme un contrefacteur parce que vous auriez un nom qui serait trop proche d'une marque déposée. D'accord, ok. Oui, effectivement, quand j'ai déposé mon nom de marque, j'avais vu que le nom avait déjà été déposé par une autre société qui travaille dans un autre secteur d'activité. Donc j'ai rajouté un suffixe à ma marque et je l'ai déclaré sur d'autres secteurs d'activité aussi pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, même si peut-être le début du nom commence pareil. Mais bon. Oui.
Alors, le préfixe, c'est un grand jeu. Vous avez eu raison de mettre plutôt un préfixe qu'un suffixe, parce que le préfixe, c'est au début, et dans notre grille d'analyse, on accorde beaucoup d'importance aux premières lettres. D'accord. Ah non, vous avez raison. Non, c'est moi qui suis trouvé. Mon Dieu, j'ai mis un suffixe. J'ai mis un suffixe. Ah mon Dieu, non. Non, alors c'est moins bien, mais bon, c'est quand même mieux. Par contre, ce qui est bien, c'est que si vous avez déjà déposé, le délai de contestation, le délai de remise en cause de votre marque après son enregistrement, c'est 5 ans après le début de l'exploitation. Donc surtout, documentez bien tout ce que vous faites avec votre marque. Oui. On est toujours sur la même notion d'exploitation, c'est-à-dire que si vous êtes une toute petite entreprise, on ne vous demande pas les mêmes efforts qu'à une multinationale. Et si vous êtes au niveau du lancement, même des toutes petites communications peuvent déjà être des indices qui permettent de résister et qui permettent de faire courir ce délai de 5 ans. Documentez bien tous les usages de la marque que vous faites. Bien sûr, vous les gardez pour vous. Hein. Si vous êtes attaqué en contrefaçon, ça peut également se retourner contre vous. Donc, ce sera un choix stratégique à faire le moment venu. Mais gardez bien des indices qui montrent que vous avez commencé à exploiter, que vous exploitez de façon continue, pour qu'au bout de 5 ans, votre dépôt, même s'il est proche d'autres dépôts antérieurs, soit définitif et qu'on ne puisse plus vous le reprendre. D'accord. OK. Bien. Merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. Pour cette œil d'expert. Et vous êtes chez Fidal aussi. Donc, dans quelques mois, je viendrai vous voir avec Sandra et on va refaire le monde. D'accord, super. Et Julien aussi, peut-être. Ah bah moi, si vous prenez un café, c'est pour un plaisir. Surtout qu'on n'est pas trop loin dans un musée. Le café, c'est facile. D'accord, ok. Bon. Bien, merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Plaisir.